Est-ce que vous saviez que plus de 90% des entreprises, des activités économiques au Mali sont informelles? Ça vient des rapports de l'INSAT, du BIP et également d'une autre agence dont j'ai oublié le nom, mais une agence quand même qui est au niveau ONU, dont notre invité va nous rappeler le nom tout à l'heure. Donc la dernière fois, on parlait avec Amirou du rôle de la chance dans la réussite et on vous a dit qu'on allait vous parler des entreprises maliennes et des modèles. Donc avant d'arriver au modèle, la question de se structurer, se formaliser nous a été posée par un auditeur. On est dans un email très très bien fait. Il nous a demandé de parler de ce sujet-là parce que c'est très important. Les gens veulent entreprendre. Les gens commencent à entreprendre, mais est-ce que les gens entreprennent de la bonne manière? Quelle est la bonne manière? Quelle est la manière légale et la manière la plus avantageuse? Donc aujourd'hui, nous avons encore une fois Amirou à ma droite et notre invité qui va se présenter à ma gauche. Comment ça va, champion? Ça va, Dieu merci, toi-même. Tranquillement. Bien. Cool. Bonsoir, Seyo. Bonsoir, Amiro. On est parti de chercher loin pour venir dans notre podcast. Et les gars, carburant au clé, quand vous voyez quelqu'un ici, il faut remercier la personne. Parce que c'est compliqué. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que ce soir, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Je peux parler en Bambara, n'est-ce pas? Comme toujours, ouais, tu veux parler en Bambara? Parce que ni a tagale mala pourquoi baden be business ke mais mo jolli ga business bi taxi sara mo jolli ki meki enregistré correctement parce que souvent les gens pensent que avoir un business c'est juste aller à l'API avoir ses premiers documents et après ça se limite là quoi. Et ça c'est très dangereux parce que le jour où l'État va se lever contre toi, ils sont à Kanchama Forêt. Donc je pense que c'était important pour nous d'amener CEO avec nous ce soir. Et déjà il va se présenter. Et ensuite, on va commencer à lui poser des questions par rapport à ce sujet-là. Ok. Si on te donne la parole. Ok. Déjà, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour l'invitation. Donc, on fait du bon boulot. J'apprécie bien. Ça fait longtemps qu'on voit en fait des podcasts, mais malheureusement, il n'y a jamais le nom du Mali. Mais il était temps de voir des trucs de qualité comme ça. Et à savoir que CEO, c'est l'un des précurseurs aussi en termes de podcast. Hein. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a le sport. À part le sport, il y a également tout ce qui est artistique que tu fais. Aujourd'hui, on rentre dans l'entrepreneuriat, ça fait vraiment plaisir. Alors moi, je suis Siaka Omar Sissé et ma formation de base, c'est l'expertise comptable. Beaucoup ne le savent pas. Parce que c'est un métier qui est, exactement, c'est un métier qui est assez normé, très concentré sur lui-même où on n'a même pas le droit de faire certaines communications malheureusement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on accompagne les entrepreneurs, on les aide à se structurer, à se formaliser, à respecter toute la réglementation nécessaire dans le pays et au-delà. L'homme qu'il faut pour le sujet qu'il faut, ça c'est grâce à toi. Quand j'ai connu CEO, c'était lors d'une de ces conférences au niveau de Repair Invest. Okay. Après, on a eu la chance de discuter un peu. Depuis la première fois où j'ai discuté avec cet homme, j'ai compris que c'est une plus-value pour le Mali, quoi. Super. Et chaque fois que je discute avec lui, je suis très étonné de savoir tout ce qu'il sait par rapport à tout ce qui concerne les réglementations ici au Mali, quoi. Donc, c'est que c'est quelqu'un qui a la volonté de bien faire. Et donc, comme je te l'ai dit, c'est la personne la mieux placée pour nous donner des conseils par rapport à ce sujet-là. Et il a fait ses preuves. Il a formé beaucoup de personnes qui ont des entreprises qui sont d'ailleurs connues sur le marché. Et donc, je pense que ce soir, on va passer du bon temps ensemble. Super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience déjà? Alors, bon, l'expérience calme même en fait avec la thématique. Hein. Parce que nous, on était dans l'informel avant de venir dans le formel. Ok. Et même, bon, il y a la formalisation qui est différente aussi de la structuration. Ok, d'accord. Formalisation, structuration, fiscalité, tout ça, c'est un peu différent. On aura l'occasion peut-être d'échanger. Mais bon, on a démarré, en fait, nous, en tant que salariés entrepreneurs. Parce qu'au début, on s'est rendu compte qu'il y avait un vide. Et ce vide, c'était beaucoup plus du côté de l'emploi. Donc, à la base, on a vu que quand tu finis tes études, en fait, le monde professionnel est différent du monde institutionnel. Et c'est une réalité. C'est comme si tu prends Bamako, il y a la rive gauche, la rive droite et il y a le fleuve. Maintenant, chercher un emploi sur le fleuve, c'est comment construire un pont ou trouver les moyens de pouvoir avoir une pirogue pour traverser. Donc, c'est de là qu'on s'est dit que c'est une niche.
Donc nous, on va déjà commencer à communiquer, conseiller, outiller un peu le jeune. Et c'est de là qu'est parti le cabinet. Et Repère Formation est né de là. Et Repère est devenu un groupe qui a beaucoup d'autres branches, lui laissait. On a Entrepreneur Investment Club, on a Repère Média, on a Ressources Repère qui est dans les ressources humaines, on a le cabinet qui accompagne les entrepreneurs, etc. Donc c'est parti de là. Donc étant salarié, on a commencé d'abord que par les formations. Donc former les gens à nos heures perdues, ainsi de suite. Mais quand ça a grandi, ça a nécessité carrément qu'on s'isole, qu'on se concentre sur ça. C'est de là qu'on est parti. Et c'est à partir de là que aussi on a commencé à être connu. Et une fois, on a eu un marché, on s'est rendu compte que d'abord, il fallait un compte bancaire parce que la structure ne voulait pas donner de liquidité. Donc il y a cet aspect. Et ensuite, la seconde fois, c'était qu'il fallait carrément déjà documenter, amener les documents de l'entreprise. Amener un NIF, tout ça. NIF, même pas le NIF. Le NIF seul ne suffit pas. Le NIF, c'est l'immatriculation. Ça, on est enregistré. Mais à partir du moment où tu es enregistré, tu dois faire des déclarations chaque fois et être à jour de déclaration et de cotisation d'impôts. Effectivement. Et c'est ce qu'on appelle le quitus fiscal. Donc, c'est le jour où on nous a demandé ça qu'on a su qu'on est parti aux impôts. On nous a dit que non, vous vous êtes créé depuis telle année. Et de cette année à aujourd'hui, vous devez payer tel nombre d'impôts. Et il fallait tout rattraper. Ça dépasse même carrément ton marché que tu es en train de faire tout ça. Donc c'est à partir de là que tu te rends compte que en fait, ne pas s'immatriculer, ne pas déclarer correctement, en fait, tu es juste en train de reporter le problème. Ou soit tu décides de ne pas grandir. Parce que les grands marchés, tu ne peux jamais les acquérir sans être réellement formalisé, sans être à jour de déclaration et de cotisation. Super, ça c'est intéressant quand même. Moi, je t'ai dit que le titre est intéressant. Et déjà, CEO, il dit souvent on. Donc, ça veut dire que tu n'as pas commencé le groupe Repère tout seul. Effectivement. Et j'aime bien le dire parce que moi, j'ai la chance d'avoir sincèrement un associé que je traite de génie. Et même en matière d'association, ce que je conseille généralement aux gens, c'est de la complémentarité. Ça va au-delà même de la vision. En fait, quand vous êtes complémentaire, la vision, c'est quelque chose qui se partage et on peut se contaminer avec. Mais quand vous n'êtes pas complémentaire, même si vous avez la même vision, il va y avoir une concurrence entre vous. Donc moi, j'ai un associé. Effectivement, je n'ai pas commencé seul. J'ai commencé avec un associé du nom de Yacouba Bouari. Ama le connaît déjà. Et sincèrement, celui qui est derrière tout ce que les gens voient. Et moi, je n'ai aucun problème à le dire chaque fois où je passe. Il n'a aucun problème à être derrière, on ne le voit pas, à me voir réussir, être sous les projecteurs. Et c'est ça le plus important. Bon, c'est un problème qu'on a dans notre environnement en Afrique parce qu'on a du mal à s'associer. Alors que moi-même, je recommande et je pense qu'il serait impossible pour nous d'avoir des grandes multinationales étant seul. Ça, ce ne serait pas possible déjà. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, il faudrait que la jeunesse comprenne cela et qu'on commence déjà à mettre un peu notre orgueil de côté pour qu'on puisse s'associer et partir. Donc, il y a un associé, effectivement. Mais sur d'autres projets, on a d'autres associés. Le projet de base, on est deux. Mais sur certains projets, on ouvre à toute personne qui peut contribuer, qui peut nous aider à faire progresser le projet. Super. Très intéressant, très intéressant. Steve, je pense qu'on va commencer avec notre première question. Steve, je te laisse poser la question. Moi, déjà, c'est pourquoi, selon toi, il y a autant d'entreprises dans l'informel au Mali? Qu'est-ce qu'ils gagnent à être dans ça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais je vais peut-être donner quelques raisons pour moi, après mes diagnostics, ce que j'ai remarqué. La première des choses pour moi, c'est la culture. Donc, culturellement, le Malien n'aime pas, en fait, être contrôlé. De nature, beaucoup pensent que être entrepreneur, c'est être son propre chef. Alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Le véritable chef, même d'ailleurs, déjà, ce sont les clients, on est d'accord. Mais au-delà de ça, je suis en train d'écrire un livre sur l'entrepreneuriat dans lequel j'ai dit ne deviens pas un entrepreneur si tu n'es pas prêt à comprendre et accepter qu'il y a un actionnaire majoritaire qui ne va ni souscrire ni payer pour un capital qui est l'État, ne devient pas un entrepreneur. Si tu n'es pas prêt à donner entre 1% de ton chiffre d'affaires et 30% de ton résultat en termes d'impôts, ça c'est le minimum, l'État ne devient pas un entrepreneur en fait. Parce que les gens ne comprennent pas. Comment est-ce qu'on rémunère, par exemple, un associé? Il y a deux possibilités de rémunération. La première, c'est lorsqu'il travaille dans l'entreprise, il a un salaire. S'il n'y travaille pas, il a des dividendes. Maintenant, s'il travaille, il a un salaire et des dividendes quand le résultat est positif. Maintenant, l'État, chaque mois, tu fais des déclarations, tu payes des impôts, c'est le salaire de l'État. Et à la fin de l'année, tu as un impôt sur le résultat que tu le payes, ce sont ces dividendes.
D'ailleurs, même si tu fais un résultat déficitaire où les autres actionnaires n'ont même pas droit à de l'argent, l'État a 1% du chiffre d'affaires lorsque ce n'est pas 30% du résultat. Ou lorsque le résultat est assez bas, ne permettant pas de couvrir les 1%. Parce que le minimum, c'est les 1% du chiffre d'affaires. Donc, la première raison pour moi, c'est que les Maliens n'aiment pas être contrôlés. Et dès qu'ils se rendent compte qu'en se formalisant, on doit rendre compte à quelqu'un qui est l'État, ça bloque un peu. Ça, c'est le premier aspect pour moi. Le second aspect pour moi, c'est le manque de patriotisme économique. Dans l'ouvrage, là, j'explique que tous les pays qui sont développés aujourd'hui se sont basés sur l'entrepreneuriat. Même si moi, je ne suis pas contre le salariat, et tout le monde le sait, je défends plus le salariat parce que pour qu'il y ait des vraies entreprises, il faut de la ressource humaine qualifiée. Donc, et ce manque de patriotisme économique, est aussi dû au manque d'information. Parce que beaucoup ne comprennent pas qu'un entrepreneur doit être un très grand... quelqu'un qui s'y connaît en géopolitique, en géostratégie. Forcément dans l'entrepreneuriat. Oui. Je donne juste un exemple. Avant qu'on soit là, lors de la colonisation, ils avaient besoin d'être là avec des feuilles et des cravaches pour pouvoir nous obliger à faire ce qu'ils veulent. Effectivement. Mais dans la néocolonisation, on est dans quoi? Aujourd'hui, c'est des entreprises. Qu'est-ce qu'on utilise le plus ici? Tout ce qu'on utilise au maximum, les plus grandes sociétés qui nous fournissent ça ne sont pas des sociétés maliennes. Si tu prends le carburant, les premiers, on les connaît même s'ils sont partis. Ça va, tu prends la télé, on connaît le premier, c'est qui? Tu prends la téléphonie, regarde tout ce qu'on consomme au maximum. C'est ça le patriotisme économique. C'est d'abord de comprendre la colonisation économique. La colonisation économique, en fait. Donc maintenant, quand tu as ces notions, ça donne ce patriotisme économique qui te fait comprendre que voilà, on entreprend, l'entreprise ne m'appartient pas. La preuve, on a vu une vidéo dans laquelle on voyait Poutine qui imposait à des milliardaires, soit vous continuez avec l'entreprise, soit vous partez, mais vous laissez l'entreprise telle que l'État reprend. Oui, parce que ça devient de l'ordre public, en fait. Si ton activité arrive à un certain niveau de croissance. Et effectivement, pour les grandes entreprises auxquelles on aspire, il faut intégrer ça. Parce que si tu ne l'intègres pas au début, ça va être difficile. Ouais. Tu ne seras pas prêt si la situation se présente d'une certaine manière. Et il faut structurer, il faut formaliser. C'est tout ça qui rentre dans le fait de ne pas formaliser. Il y a ça. Et puis, pour moi, comme je l'ai dit, de façon culturelle aussi, quand on revient un peu à la culture aussi, tu vas te rendre compte que les gens se suffisent, ils acceptent le minimum. Beaucoup n'ont pas une vision d'avoir de très grandes entreprises. Les gens cherchent juste à changer un peu leur situation. Dans mon environnement, tout le monde est salarié. Bon, si moi je suis entrepreneur et que je peux me réveiller à 10 heures, déjà c'est largement suffisant. S'ils gagnent 300 000 et que moi je gagne déjà 1 million, c'est largement suffisant parce que les gens prennent plutôt l'environnement comme baromètre au lieu d'avoir une vision même de créer compétitif. Voilà, ils sont pas compétitifs. Ça, c'est vraiment culturel en fait. Donc ce sont ces aspects-là qui font que malheureusement les Maliens ne se formalisent pas trop. Et bon, il y a quelque chose qui peut faire mal aussi, qu'il faut le dire, c'est qu'il y a un peu de côté faux en nous, quoi. Le côté faux. On aime bien tricher. J'ai entendu faux ou faux? Non, il a dit faux. On aime bien tricher. Ouais. On aime bien tricher, en fait. On aime bien tricher, malheureusement. Et c'est ce qui, bon, pour moi, empêche beaucoup de se formaliser. Parce qu'en se formalisant, on est obligé d'être correct, réglo, tout ça. Et beaucoup ne sont pas prêts à fournir ces efforts-là. Amir, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est ce qu'il a dit, c'est très pertinent. J'aurais dit exactement la même chose. Maintenant, je me dis, comme il a dit, le Malien est faux. Et d'une certaine façon, on doit tous se faire ces reproches-là. Parce qu'en réalité, quand tu t'assois, tu te dis, ok, pourquoi je dois aller donner mon argent à l'État et je ne vois pas de raison. Parce que très généralement, même dans les pays développés, les gens fuient les impôts, mais les gens payent les impôts parce qu'ils n'ont pas le choix. Exactement. Non pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont un système qui est tellement développé que si tu vas ouvrir un compte bancaire, on commence à voir les transactions que tu es en train de faire. Forcément, on sait que les transactions viennent d'activité. Voilà, d'une activité. Ici au Mali, on est dans l'informel, l'argent passe entre les mains, on parle de cash ici. Et si tu peux ne pas déclarer, pourquoi déclarer? Justement. Donc je pense que sur ce coup, quand même, l'État doit faire énormément d'efforts pour pousser les gens à comprendre que les recettes fiscales, en réalité, ça aide le pays. Absolument. Mais si les gens contribuent, mais ils ne voient pas ça réellement dans leur environnement, ça va les pousser à ne pas faire cet effort-là. C'est vrai. Parce que c'est le développement qui encourage en fait la participation active de tous les citoyens. Exactement. Je donne un exemple. Par exemple, le cas
ce qu'on est en train de récolter comme argent avec Orange Money actuellement, là, si la coupure de courant s'était arrêtée totalement et qu'on Les gens avait- seraient peut-être plus que Voilà. heureux de payer les 10%. Tu as très Parce que bien les gens compris. ont payé beaucoup plus dans les solutions alternatives Tu as très que bien les compris. 10%. C'est ça exactement. Si on avait de la couverture de courant H24 ici à Bamako, je t'assure que personne n'allait se plaindre de la coupure de courant ici au Mali. Bah, moi, je suis d'accord avec ça. Mais quand CEO parle, ce que moi j'entends surtout, c'est contrainte, vérification, contrainte, voilà, un troisième collaborateur qui n'est pas prévu ou un autre collaborateur qui n'est pas prévu. Mais qu'est-ce qu'une entreprise gagne réellement à se structurer en fin de compte? Ok, bon, je pense que la structuration s'impose à travers la taille ou la nature de l'activité. Ok, Il y a des activités qui t'imposent déjà, selon les secteurs, la structuration. ok, Voilà, il y a des types d'entreprises où malheureusement on ne peut pas commencer seul. ok, ok. Sinon, quand tu me parles de structuration, c'est qu'il y a un besoin qui est là et il faut trouver des gens qui vont aider le promoteur à le faire. Ok. Et pour ce faire, dans la structuration, il y a déjà ce qu'on appelle un organigramme. L'organigramme, c'est ce qui donne le schéma de fonctionnement de l'entreprise. Donc, du promoteur, ça peut être, si c'est une grande entreprise, le PCA, le PDG selon le cas, le DG, ainsi de suite, les différents départements. Et à partir de cet organigramme, il faut élaborer un document qu'on appelle un manuel de procédure, qui permet de décrire déjà la relation entre les départements jusqu'à la plus grande hiérarchie. Ok. CEO, je ne veux pas t'interrompre, mais est-ce que cette partie, c'est qu'il faut Bamanakana? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter, mais il faut le dire en Bamara pour qu'on fasse famille avec un C'est très On important. sent les retours que vous avez fait à Amirou pendant l'autre podcast. on sent les retours qu'il a reçus. Ok, il n'y a pas de problème, on va essayer. Bon, je suis sorry, mais on va essayer. Mais c'est grave, on va débrouiller, on va se débrouiller. Ok. Donc, mais fongo, eko ka structurer ka fero sigi senga min b'a to i ka cakɛda bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ quoi. Donc o de structurer bon bɛɛ k'i sigiyɔrɔ dɔn i ka baara dɔn donc o la fɛn fila de bɛ mɔgɔw wajibiya k'o kɛ a fɔlɔfɔlɔ baara yɛrɛ bɛ se k'i wajibiya la parce que baara sugu dɔ bɛ kelen tɛ se k'a kɛ filanan fana o ye ni baara buguna n'a ɲɛn'i bolo i kelen tɛna na to a kɔnɔ tu es obligé ka mɔgɔ wɛrɛ wele ka n'i dɛmɛ don o cadre kɔnɔ pour que ni mɔgɔw ka se ka sigi ka jɛ ka bɛn fo k'a ka sɔrɔ sɛbɛnbaw cɛ min b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn n ka baara ye min ye donc o la n ko a fɛn a bɛ daminɛ ni min ye a bɛ fɔ o de ma ko organigramme organigramme tɛ fɛn wɛrɛ o ye dessin dɔ ye dessin min kɔnɔ i b'a dɔn ka taa ɲɛmɔgɔ la fo ka taa u bɛɛ la dankan na n'o bɛ se ka kɛ soit gardien ou bien fɛn ye bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ b'i place dɔn o dessin o schéma de bɛ kɛ o de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. baara kɛ ɲɔgɔn fɛ relation b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka chef ye min ye bɛɛ i nɔnabila ye min ye i kan ka baara min kɛ i kan ka sɛbɛn min d'a ma min b'a yɛrɛ i ka baara kɛ o bɛɛ de bɛ sɛbɛn o fɛn in kɔnɔ organigramme kɔnɔ donc n'o organigramme kɛra organigramme fana a bɛ bugun ka taa on va le grandir en écrivant carrément des procédures procédure ye baara kɛcogoyaw de a bɛɛ de bɛ détailler Donc, organigramme bɛ bonya ka taa parce que baarakɛla bɛ caya. Exactement. Donc, département bɛ créer. Bon, là, bon, on peut même donner des explications plus simples. Hein. Quand tu regardes déjà, généralement ici, la majeure partie des jeunes, ils commencent seuls. Mais en commençant seuls, il y a des types de postes qui se créent naturellement. Ouais. Parce que quand tu commences seul, il va y avoir la majeure partie du temps, l'un des postes qui s'impose rapidement à toi, c'est le poste commercial. C'est vrai. Donc le premier tu dois chercher des marchés. Exactement, tu cherches des commerciaux qui t'aident à continuer parce que ni cakɛda yɛrɛ ta a fɔlɔfɔlɔ ye min ye wari bɛ sɔrɔ cogo min a filanan ye min ye wari bɛ mara cogo min a sabanan ye min ye n'a bugɔna mɔgɔw bɛ n dɛmɛ cogo min n bɛna mɔgɔ ta cogo min donc tu vois les trois départements généralement c'est le département marketing et commercial le second c'est le département financier et comptable et le troisième c'est le département des ressources humaines donc o de fana bɛ tila ka ces départements là peuvent aussi être scindés en divisions. Par exemple, tu vois, le marketing et la gestion commerciale ne sont pas pareils. Au début, on peut les mélanger quand tu es en bas de l'échelle, tu les confonds. Mais plus ton entreprise grandit, plus tu te rends compte que ça se subdivise. Même dans le marketing, la communication et la stratégie, il y a deux pas. Il y a la stratégie et la communication, donc ainsi de suite. Donc c'est comme ça que, en fait, on doit structurer. Super. Donc, en gros, structuration, c'est pour avoir accès, si je comprends bien simplement, à de plus gros marchés. C'est de pouvoir plus grandir plus facile. En fait, plus satisfaire Ok. les marchés sans avoir de difficultés.
Parce que comme je l'ai dit, quand tu débutes tout de suite, tu es seul, tu peux satisfaire un client. Mais à partir du moment où tu as 10 clients, tu te rends compte que seul tu ne peux pas. C'est vrai. Donc tu cherches des gens qui peuvent t'aider à satisfaire ces clients-là. En même temps, tu cherches d'autres personnes pour t'aider à encore faire grandir ton portefeuille client. Au fur et à mesure que ça grandit, tu te rends compte que tu n'es pas seul. Et vu que tu ne suffis pas seul, et vu que tu ne suffis pas, tu as besoin d'autres personnes. Et puis il y a des gens, si tu ne structures pas, il y aura de l'anarchie dans ton entreprise. C'est vrai. Donc chaque fois on cherche qui est responsable de quoi, ça ne marche pas. Donc c'est là où la structuration devient indispensable. Donc il est bon d'y penser dès le début. Avec un bon plan stratégique, tu te dis, ok, je démarre aujourd'hui seul. Et je sais que par exemple, c'est le département commercial qui sera le département où je vais rapidement avoir besoin de quelqu'un. Je commence déjà à écrire moi-même en vendant quelles sont les étapes par lesquelles je passe. Voilà, soit si c'est en ligne, ok, il y a un lien qui est rempli, je vois le nom de la personne, je l'appelle au téléphone. Donc après avoir confirmé, s'il paye, je le livre. Ça, c'est une procédure que tu écris comme ça. Ça devient déjà... Comment déjà écrire ton manuel de procédure? C'est une procédure que tu peux même léguer à d'autres gens qui peuvent exécuter alors que tu n'es pas là. Exactement. Dès que quelqu'un vient, la première chose c'est la procédure. Voilà. Donc nous, on en a drone directement. Manuel de procédure. Exactement. Il est là. Ok, super. C'est très intéressant, très intéressant. Je pense qu'on va poser la question à CEO. Parce que maintenant, je pense que Amena Moro touché, qui sont dans le monde de l'informel tous les jours, surtout pour notre génération, ceux qui font de l'e-commerce spécialement. Par exemple, CEO, pour toi, quelqu'un qui fait de l'e-commerce, quel est le genre de... Quel est le genre d'entreprise que tu dois créer pour un début? Et comment tu peux structurer de telle façon dont, même avec tes déclarations d'impôts, ou bien quel genre de taxes tu dois payer, avec combien de pourcents s'impose à toi? Si tu peux nous parler un peu de ce cas-là. Ok. Les produits digitaux. Non, en fait, déjà, on va peut-être partir de l'informel avant de venir sur le digital. Donc déjà, le fait d'être dans l'informel, il y a deux catégories. Il y a lorsque, on peut dire, le référentiel est muet. C'est-à-dire que l'État n'a pas déjà structuré, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte. Ça, c'est le cas des produits digitaux, malheureusement, dans notre environnement. Tu vois, et il y a le cas où les gens trichent réellement. C'est déjà réglementé, mais les gens ne veulent pas, en fait, se formaliser, déclarer et payer des impôts. Ils contournent les régulations. En fait, les textes. Ça, c'est même pas un contour, c'est caché même, en fait. Parce qu'il n'y a pas de contour. Parce que les bons contours, nous, en tout cas, qui sommes des professionnels du domaine, on sait que contourner, par exemple, moi, je peux te dire qu'il y a l'optimisation fiscale. J'utilise les textes, mais dans la légalité, je paye moins d'impôts, sans tricher. Ça, c'est possible. Mais pour revenir un peu à ce qu'Amirou demande, le truc, c'est quoi? C'est que déjà, le référentiel est muet. Quand tu regardes pour la formalisation chez nous, par exemple, l'État a mis sur pied une structure qu'on appelle l'API, qui aide à structurer. C'est même là que tu crées l'entreprise. Exactement. Donc, pour la formalisation surtout. Donc, dans la formalisation, pour avoir certains documents, on va te demander un élément qui est ton contrat de bail. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de contrat de bail, mais qui ont des entreprises. C'est vrai. Bon, là, ils ont trouvé une petite parenthèse. Et cette parenthèse, c'est de créer des entreprises individuelles. Et là-bas, juridiquement, il y a un risque que beaucoup ne savent pas qu'il faut leur dire. Ce risque, c'est que quand on parle d'entreprises individuelles, ils sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes de l'entreprise. C'est différent des sociétés de capitaux comme les SARL, SA et SAS. Où les associés sont responsables des dettes uniquement à hauteur de leurs apports. Je vais expliquer pour que les gens comprennent. Quand on dit que tu es solidairement indéfiniment responsable des dettes, ça veut dire que si l'entreprise a des difficultés, on rentre dans tes biens personnels pour rembourser les gens. Ça veut dire que ni Djourou là, ni Djourou là, ni Sera, ni Donc les sociétés individuelles, les SNC et les SS. SNC et SS. Il y a des sociétés aussi qui sont dans ce cadre-là. Les SNC par exemple, et puis les SS. Bon, dans les SS, ils sont deux. Il y a un qui est solidairement indéfiniment responsable, il y a un qui est responsable des dettes à hauteur de ses apports. Alors que responsable des dettes à hauteur de ses apports, c'est-à-dire que il est capital moumé entreprise là. Entreprise moumé bon. Entreprise avec moi, ok. C'est-à-dire que ni gala dans l'entreprise ga, fa sera watila mi ankanga minon bere fere ka moko jurmantigu sara. C'est ni juru, on parle de cessation de paiement. C'est à partir du moment où ton passif exigible est supérieur à tes actifs. Ça veut dire que
ni juru yɛlɛli ka fo waati min na i ka juru i kan ka min sara sisan hakɛ ka ca ni i yɛrɛ ka cakɛda bɛɛ minɛnw feerelen ye o waati la a bɛ fɔ k'i ka baara jɔ parce que n'a bɛ continuer bɔcogo t'a la i b'a jɔ a bɛ feere o bɛ se ka min bɔ o bɛ sara jurumantigiw ye wa jurumantigiw sariya t'u bolo ka se ka a fɔ k'u bɛ taa ni e ye justice la k'e k'a tɔ sara ye donc parce que société ninnu fila de don donc la société bɛ fermer o waati la exactement a bɛ fermer mais ça c'est pour les sociétés de capitaux qui ont une personnalité morale ok ça veut olu ye société sugu jumɛn SARL fɔlɔ o y'a bɛɛ la fitinin ye ok a filanan ye SAS ye société par action simplifiée ok a sɛbɛnnan ye SA ye société anonyme ok donc olu saba de olu la tu es responsable de dette à hauteur de ton apport donc ni gɛlɛya nana cakɛda minɛnw bɛɛ bɛ feere a bɛ sara tɔw ye bon n'a sara la bon kɛcogo b'a la quoi il y a les procédures collectives d'apurement du passif c'est pour ça dans le livre je parle du livre parce que dedans je ne dis pas aux gens d'investir quelque part je les dis plutôt quelles sont les connaissances et compétences qu'il faut avoir et tout à l'heure j'ai parlé de géopolitique ce n'est pas que la géopolitique mais le droit est indispensable pour comment on appelle ça un entrepreneur la fiscalité est indispensable pour un entrepreneur la gestion financière et comptable est indispensable les modes de financement sont indispensables en bas là mais par exemple ça n'a rien à voir forcément avec le fait d'être instruit parce que quand tu regardes aujourd'hui moi je connais des gens qui ne sont pas instruits mais qui sont déjà instruits et ils ont des bonnes relations, ils ont des bons conseillers qui les permettent, ils ont accès au financement. Aujourd'hui, les gens qui sont instruits ont plus accès au financement que les gens instruits. Ok. Oui. Ça, ce qu'il vient de dire est très intéressant parce qu'on a parlé surtout des inconvénients de se formaliser, mais on n'a pas parlé des avantages de se formaliser. Et si Seyo pouvait nous parler un peu de ça, pourquoi je devrais... Mais d'abord, avant qu'on arrive là, on n'a toujours pas répondu à la question que exactement, j'allais te dire ça. D'accord. Donc pour le digital, tu parlais de forme d'entreprise. En fait, la forme juridique, elle est connue, elle est pareille pour toutes les entreprises en fait. Mais quelqu'un qui débute, qui est seul, il est préférable de prendre une société individuelle. Ça va, on se comprend? Tu prends une société individuelle, simple. Là, c'est peut-être sur le côté fiscal, les impôts. Là-bas, nous, on a deux régimes, en fait. On a ce qu'on appelle le régime synthétique et on a le régime réel normal. Donc, le régime réel normal, c'est le régime dans lequel tu as toutes les spécificités. Par exemple, les sociétés individuelles déjà ne font pas le régime normal. Et pour les sociétés SARL, par exemple, tu as un seuil selon ton chiffre d'affaires qui te permet de pouvoir le faire. Donc, par exemple, les sociétés de négoce qui font juste de la vente, ça va, ça c'est à partir de 60 millions. Ça va? Dès que tu dépasses 60 millions, tu es condamné à revenir au régime réel normal. Donc avec le régime synthétique, tu peux aller jusqu'à 60 millions 60 millions. Et le régime synthétique, je l'explique simplement, c'est un seul impôt qui te paye toute l'année, mais qui englobe tout. Et il est calculé sur la base de ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un moyen que l'État même avait mis sur pied pour aider les jeunes entrepreneurs. Et pour encourager. Et même au-delà de ça, je pense qu'il y a des textes qui permettent à ce que tu fasses une demande et que tu sois carrément exonéré d'impôts qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Ça, c'est à quoi? Avec son diplôme, non? Non, c'est pas seulement le diplôme, hein, c'est surtout lié à l'âge. C'était pour encourager l'entrepreneuriat jeune. C'est plus lié à l'âge. Voilà, c'est plus lié à l'âge, quoi. Moi, on m'avait parlé de diplôme quand j'avais commencé à faire ces procédures-là. Et je pensais que c'était directement lié au diplôme. Non, c'est pas lié au diplôme. Les jeunes diplômés. Non, c'est beaucoup plus... en fait, le diplôme, peut-être, c'est pour rassembler la documentation seulement. Mais c'est l'âge. Voilà, tu peux ou ne pas avoir un diplôme, mais quand ton âge dépasse, voilà, même si tu as le diplôme, on ne peut pas te faire ces faveurs-là. Tu sais, quand Amiro disait que les avantages de se structurer. Non, pas de se structurer, plutôt de se formaliser. Oui, de se formaliser. Moi, je me dis, je pense que ce qu'il dit, l'impact est très important dans la forme que tu prends. En fait, comment tu te formalises. Parce qu'il y a plein de monde qui préfère, à cause des frais qu'on doit payer au départ, qui préfère aller sur une société individuelle. Alors que les risques sont grands par rapport au type de marché que tu prends. Très grand. Exactement ça. Cette précision que je donnais tout à l'heure. En vérité, moins cher est toujours plus cher en français facile, quoi. Ma femme aime dire ça. Moins cher coûte cher. Ça, c'est sa phrase préférée. C'est clair, moins cher est toujours plus cher. Ça en dit long sur tes habitudes.
Passons sur ça. Donc c'est un peu ça. Donc pour revenir, mais maintenant, le hic aussi, il y a un autre blocage quand tu pars sur les sociétés individuelles, c'est qu'il y a des types de marchés auxquels tu ne peux pas postuler. Ok. Ouais. Bon, si c'est juste des e-commerce simples avec les gens, c'est pour ça que je le dis, parce que là, pour moi, il y a moins de risques en fait. Le plus grand risque, pour moi, est juste lié à la logistique. Okay. C'est à l'extérieur, généralement, les produits qu'on commande parce qu'on n'est pas très industrialisé ici. C'est vrai. Et si ce n'est pas le problème d'acheminement, il n'y a pas vraiment de gros problèmes en fait. Délai d'acheminement, voilà, problème d'acheminement. C'est tout pour moi. Donc, mais au fur et à mesure que ça grandit, ça devient une grosse boîte, il faut se formaliser. Parce qu'en se formalisant et en prenant des sociétés de capitaux, tu te protèges toi-même et tu protèges ton patrimoine personnel. Oui. Parce que quand tu es dans une société individuelle, ton patrimoine est confondu au patrimoine de ta boîte. Ouais. Pour preuve, les sociétés individuelles, on met ton nom. C'est vrai. Sur la partie là, c'est ton nom qu'on met. C'est vrai. Alors que sur les sociétés de capitaux, on met notre nom de l'entreprise qui n'a rien à voir avec ton nom. C'est vrai. Donc il y a cette petite différence là en fait. Ok. En tout cas, ça c'est assez pertinent quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde qui investissent dans le digital actuellement. Et les jeunes, il n'y a que ça maintenant dans les bouches, le digital, les produits digitaux. Et même là, bon, on peut un peu accuser aussi l'État dans le retard, dans tout ça, parce que limite, je me dis, il y a même des petits problèmes qu'on rencontre dans l'écosystème qui, pour moi, ce sont des problèmes qui, dans les pays développés, c'est normal. Là, il faut que les gens commettent des erreurs pour qu'on comprenne. Et au fur et à mesure, on cadre. Certains ont fait des erreurs parce que l'État n'a pas suffi. Quand on voit un potentiel comme ça, il faut l'appeler, il faut le cadrer, il ne faut pas le limiter. On est plus dans l'ancien système où voilà, c'est rigide. Quand c'est nouveau seulement, on est contre. Alors qu'il faut laisser les gens innover, mais tout en créant le cadre en fait. Ça, ce côté-là, je pense que Amirou peut nous apporter beaucoup de choses par rapport à ça, parce que il s'agit, c'est comme moi j'entends plus, ok, tu vois que telle personne est un potentiel. Ce potentiel peut produire de l'argent et cet argent peut payer encore plus d'impôts. Donc, dans ce sens, il faut plus le pousser, parce que si tu le tues maintenant, il y a toute une grosse somme dans le futur à venir qu'il ne pourra jamais payer ou qu'il ne paiera jamais en fait. Non, ça c'est clair, ça c'est vrai. Je pense que les États intelligents font ça quoi. Ils essaient de regarder les pour et les contre avant de prendre des décisions. Mais c'est vrai, hein, c'est important. Mais c'est la vérité. Par exemple, je suivais un milliardaire qui expliquait quelque chose. Il disait que sa banque a l'habitude de l'inviter à manger. On lui a demandé pourquoi il prend beaucoup de dettes. Il dit que quand tu as un problème de peut-être 1 milliard, c'est ton problème. Mais si tu as une dette de 100 milliards, c'est le problème de la banque. Voilà, il dit c'est le problème de la banque. Et donc la banque ne va jamais te laisser. La banque va tout faire pour que toi tu puisses être financièrement stable. Absolument. Afin de pouvoir recevoir leur argent, tu vois. Donc ça, ce côté-là, donc il faut, c'est important quoi. Et tu as parlé beaucoup de fois de l'accès au financement, surtout des entreprises dans l'informel. Plutôt des personnes qui n'ont pas eu un certain niveau d'études. Maintenant, quelle est la place de la formalité dans l'accès au financement? Alors, c'est déjà, ça c'est la base même en fait. Si tu n'as pas ça déjà, l'accès au financement, c'est déjà out. Ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, c'est, comme tu l'as dit, la structuration. Et dans la structuration, il y a une partie, surtout le département financier et comptable, que soit tu peux internaliser, c'est-à-dire tu prends toi-même ton comptable qui tient ta comptabilité, qui pour tes états financiers. Toi, tu peux externaliser en confiance à des cabinets qui sont professionnels du domaine. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais en fait, il faut qu'il y ait de la traçabilité de toutes les opérations qui se font dans ton entreprise. Parce que l'un des problèmes qu'on a dans notre environnement, c'est qu'on néglige les éléments les plus importants. Et toute décision stratégique doit être prise en considération des informations financières de l'entreprise. Et malheureusement, beaucoup ne tiennent pas compte de ces aspects-là. Non, même pas. Bon, moi, je suis un professionnel de la comptabilité. On va peut-être dire que je défends mon métier, mais moi, j'ai des preuves que je peux donner. Par exemple, quand tu regardes dès la création, si c'est une société, par exemple, de capitaux, la première étape, c'est l'écriture et la signature des statuts de l'entreprise, qui est le contrat de société. Oui, effectivement. Mais est-ce que tu sais qu'à la signature, il y a une écriture comptable à passer qu'on appelle la promesse d'apport? C'est-à-dire qu'avant de commencer ton activité, le département comptable doit être déjà là. À la signature des statuts, il y a une écriture comptable qui doit être passée. On appelle ça la promesse d'apport. Il y a une écriture pour ça.
qui dit que telle société est constituée de tel capital, et dans ce capital-là, c'est composé de tel type d'apport, parce que pour le capital, c'est des apports, soit en nature, soit en numéraire. Donc, et ces apports en nature et en numéraire ont telle valeur qui doivent être apportés par tel associé. Il y a cette écriture comptable à passer. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, pour que les banques puissent te financer de façon très simple, n'allons même pas loin, la banque a un premier objectif à observer d'abord avant de te financer. Et cet objectif, il se pose une question. Comment tu vas les rembourser? Est-ce que tu es solvable? Ça, c'est la solvabilité. Donc maintenant, pour répondre à cette question, ils vont utiliser deux outils. Il y a les outils du passé et il y a les outils du futur. Et généralement, les outils du futur, c'est ce dans quoi tu vas mettre l'argent. C'est pour ça que le financement, même, j'ai l'habitude de dire aux gens que ça vient normalement pour faire exploser une activité et non pas pour débiter. Donc, dans le passé... Parce que les financements doivent se baser sur les preuves d'accompli et la capacité, en fait, à fructifier. Exactement. Donc, quand tu regardes le passé, ce sont les informations financières que tu produis. On regarde d'abord si c'est conforme. Est-ce que tu fais déjà des marges? Est-ce que tu as une demande clientèle qui est supérieure à ta capacité de production? Donc, si on te finance, c'est pour augmenter ta capacité de production. Et si ta capacité croît, tu peux servir plus de gens, tu as plus de rentabilité, tu vas faire plus de marge. Et normalement, avec ce plus de marge-là, tu vas pouvoir gagner de l'argent et nous rembourser. Effectivement. C'est aussi basique, on n'a même pas besoin de rentrer dans les trucs très techniques. Donc, se formaliser, la première étape pour moi, c'est vraiment ce département-là, les finances. Quand tu regardes la majeure partie des gens, comme Amirou aime le dire, au niveau du trading, il y a la chance du débutant. Donc au début, tu commences à marcher, ta famille, tes amis, voilà, les gens sont venus payer, tu as de l'argent, et tu vas commencer à changer de mode de vie, tu te rends compte que voilà, c'est compliqué. Mais dis-moi, Amirou, en tant que trader, est-ce que tu as une entreprise? Mais aux États-Unis, maintenant, quand tu regardes le Mali, nous sommes dans une zone grise. Il n'y a pas vraiment de réglementation pour les traders. Donc, quand nous, on se fait payer par nos entreprises qui nous payent, on se fait payer là-bas, quoi. Et on trouve un moyen de nous faire virer l'argent ici au Mali. Ok. Mais moi, je contribue dans ce pays-là. Parce que mon argent, je le mange ici. Effectivement. Maintenant, on attend l'État. Le jour où l'État va nous formaliser les choses, on saura quoi faire entre-temps. On saura quoi faire. Moi, j'entends plus. On va s'outiller des textes pour pouvoir payer le minimum. C'est bien ça? Bon, en tant qu'entrepreneur, je pense que ton objectif... Mais c'est pourquoi on a le 13e salaire ici au Mali. Les entreprises se payent d'abord. Quand ils font des chiffres d'affaires importants et ils ont beaucoup d'argent, ils préfèrent se payer plutôt que de donner à l'État. Non, attention. Sur le 13e salaire, il y a des impôts. Et puis le 13e salaire, ce n'est pas pour l'entreprise, c'est plutôt pour le personnel. Oui, c'est ce que il y a des impôts dessus. Non, sinon l'État est payé en priorité. Parce que quand il fait ton résultat, là, le résultat, il est brut, ensuite il est net avant de calculer tes dividendes. Parce qu'en principe, l'État est censé encadrer tout ce que tu fais comme activité. Exactement. Peu importe le style de l'activité, peu importe. L'État se porte garant de tout, la sécurité, l'économie, tout. Donc en principe, je peux peut-être vous éclaircir un peu. Moi, j'ai l'habitude de dire à des personnalités que je rencontre souvent qu'on a failli à un niveau. Et ce niveau, pour moi, c'est l'investissement en recherche et développement. C'est que nous, on attend toujours que les autres réfléchissent, aient des projets, et quand ils nous les amènent, on cherche encore qu'ils nous financent. Alors que c'est à nous d'injecter déjà de l'argent dans la recherche et le développement, parce que le monde évolue. Et soit tu anticipes, soit tu subis en fait ce changement-là. Tu vois, par exemple, même la crise qu'on vit aujourd'hui, moi j'ai reçu des informations qui n'ont rien à voir avec la guerre et tout ça qu'on dit. Il y a un changement de l'économie mondiale et ceux qui doivent gagner de l'argent dans ça vont nous imposer ça. Par exemple, aujourd'hui, niveau électricité, on ne veut plus qu'on continue à produire l'électricité à travers le carburant. Donc, il faut créer les conditions pour que nous partons vers le solaire. Et ça, il faut faire des recherches. Tu vois, pour ce faire, nous, on n'a pas fait de recherche. Et ils ont déjà fini leurs recherches. Ils sont en train plutôt de financer comment leur business vont fonctionner. Non, dans ce cas, je ne comprends pas le type d'entreprise dont tu parles. Tu parles de quel type de... Non, je parle en fait de recherche au niveau de l'État.
Ok. Tout à l'heure, tu parlais du fait que voilà, l'État doit encadrer. Je disais que malheureusement, l'État doit investir en recherche et développement Ok. pour comprendre déjà ce qui se passe aujourd'hui, ce qui peut venir dans l'avenir. Ok. Comment anticiper en créant un peu le cadre juridique qui va avec. Par exemple, tout de suite, ça fait combien de temps qu'on a des produits digitaux? Ça fait beaucoup Ça d'années. fait beaucoup d'années. Ouais. Mais dire que jusqu'à présent, il n'y a même pas de réglementation. Normalement, l'État doit anticiper. C'est dire que le monde est en train d'évoluer avec les phénomènes qu'on a. Il y a de nouveaux types de produits qui vont venir. Quand ça vient, comment est-ce qu'on peut déjà anticiper en créant des textes pour pouvoir cadrer au début, permettre aux gens de pouvoir intégrer sans payer les mêmes types d'impôts que les autres pour faciliter Pour encourager. Parce que voilà, comme on le dit, l'impôt a caractère soit de dissuasion ou bien souvent d'encouragement à investir dans le domaine. Donc c'est un peu ça, c'est de ça dont je parlais. Je disais que bon, aujourd'hui on vit un problème qui aussi peut se retrouver dans ce cadre-là. C'est vrai. Les gens ont investi dans des usines pour faire des panneaux, ils vont pas nous laisser, ils vont créer les conditions Donc pour on utilise des panneaux. les groupes ne sont plus de qualité. Tu peux aujourd'hui un groupe électrogène, avant ton groupe peut te faire 5-10 ans. Aujourd'hui, en moins d'une année, le groupe n'est plus opérationnel. Donc il te donne des produits de mauvaise qualité pour te montrer que ça ne fonctionne plus. Ainsi de suite. Donc c'est à nous vraiment de... C'est pour cela beaucoup m'accusent, me disent tu n'accuses pas l'État. Non, j'ai dit c'est vraiment l'État là, ceux qui dirigent là, ils viennent de la population là. C'est vrai. Donc, C'est la si population. Sensibiliser l'État est forcément... si on les oblige, ils n'ont même pas le choix. Si on a une population qui a ce niveau intellectuel, qui a cette compréhension, qui fait d'abord son devoir avant son droit, c'est très facile de contraindre un État ou bien un gouvernement à faire ce qu'on fait. C'est très facile. Ce n'est même pas compliqué. Effectivement. Donc, si tu pars de l'État de venir chercher ton argent là, il va venir. Ça, c'est facile à faire. Voilà. Non, mais ça, c'est intéressant en fait, parce que on se dit, quand on parle de structuration, de formalisation, les gens ne voient que l'argent qu'on va leur prendre en fin de compte. Et j'aimerais ajouter à ce que CEO a dit, surtout quand il s'agit de faire des récoltes de fonds, spécialement quand tu as une entreprise, les gens ont tendance à te faire beaucoup plus confiance que quand tu évolues de façon individuelle, quoi. C'est vrai. Et même avec ce qu'il a dit au niveau de la banque, si tu vas faire un prêt, on regarde les actifs d'abord de l'entreprise. Si tu as évolué pendant 10 ans en tant que dans l'informel, même si tu as de la documentation, il n'y a pas cette crédibilité là derrière qui permet à la banque de te faire confiance. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont de très bonnes activités, ils ont juste besoin d'argent supplémentaire pour s'expander. Pour augmenter leur production. Exactement. Mais le fait qu'ils n'ont pas cette crédibilité là, cette traçabilité, c'est vraiment très difficile pour la banque de leur faire confiance. Mais heureusement qu'on a comment on appelle ça, les entreprises comme Baobab là. Ok, la micro et la mésofinance. Voilà, on a les micro et mésofinance. Donc, moi, j'aurais même aimé qu'on fasse plutôt un autre podcast sur l'accès à l'investissement au Mali. Quelles sont les structures qui investissent dans les entreprises? Quelles sont les structures qu'on doit aller voir quand on a une idée? Parce que si on fait l'erreur de commencer à parler de ça aujourd'hui, on va déraper, on va glisser jusqu'à très loin, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas faux. Ouais. Ce n'est pas faux. Sinon, j'y pense plus, tu en parles plus, je me dis, en réalité, au Mali, on se dit très souvent que quand tu as une idée, tu ne sais pas où aller chercher de l'argent. Le crowdfunding que les gens font à l'extérieur, dans d'autres pays, je ne connais pas de modèle à succès ici. Non, il y en a, mais c'est encore informel. Ce qui marche est informel. Sinon, par exemple, aujourd'hui, on a des ethnies. C'est les tontines, on a des ethnies chez nous qui fonctionnent qu'avec ça. On rassemble les Maraka, Djogramé, on rassemble, on donne à un jeune qui est promoteur, on lui donne, il va réussir. C'est comme ça en fait. Je pense que ça c'est la plus grande différence entre nous et les blancs, quoi. Tu prends un jeune qui a de l'ambition, il a un projet sur papier qui est très bien, il va dans la Silicon Valley, trouve un investisseur qui est prêt à lui donner $1 million pour l'éviter. Mais l'investisseur, il sait en réalité que quand il investit... 10 millions, 20 millions. Non, pas exactement ça. Quand il investit dans ce projet, son objectif n'est pas forcément de faire de l'argent. Parce que lui, il investit dans beaucoup de projets. Il peut prendre par exemple 50 millions, investir dans 50 projets différents. Et son objectif, c'est d'avoir seulement 2-3 bons projets qui vont lui faire gagner au moins $200 millions, $300 millions. Donc les 40-45 autres projets qui échouent là, ce n'est pas son problème, il s'en fout, ce n'est pas son objectif. Son modèle de business, c'est seulement de trouver le bon projet. Et c'est ce bon projet qui va le rendre milliardaire. Et c'est tout ce qu'ils cherchent là-bas. Donc tu es jeune, tu as un projet, tu exposes, ça leur plaît, ils investissent. Si tu échoues, ce n'est pas très grave. Tu peux toujours recommencer. Mais ici, on n'a pas cette chance-là. On n'a pas du tout cette chance. Tout ça me fait penser à un jeune homme. Tout ça me fait penser à un jeune homme.
Là où tu vas venir, là, moi, je ne vais pas t'amener là-bas. Non, ce qu'il dit, je pense qu'il y a un premier aspect qu'il faut éclaircir d'abord déjà. Par exemple, en matière d'investissement, il y a l'investissement en termes de prêt et il y a l'investissement dans le capital. Investissement dans le capital. Ouais. En fait, déjà, nous, dans notre environnement, en tout cas les jeunes que je côtoie, il y a vraiment cette confusion qui est là, qu'il faut éclaircir. Ok. Donc, déjà, il y a deux types. Il y a des gens qui te donnent leur argent, tu leur dois cet argent-là, en plus d'un intérêt sur lequel vous êtes convenus. Ça, c'est sous forme de prêt emprunt. Ok. Voilà, la société emprunte et l'investisseur prête. Maintenant, il y a l'investissement en capital même. Là, j'investis et je prends une partie de la société. Ok. Donc, en prenant une partie de la société, je prends comment on appelle, les risques proportionnellement à cette partie-là, si c'est une société de capitaux. Ok. Ouais. Donc là-bas, tu peux tout perdre. Moi. Contrairement à si tu fais un prêt classique. Exactement classique. Ok. Et même là, les prêts classiques, là, dans notre environnement, c'est pas formalisé, c'est pas autorisé. Parce que généralement, chez nous, non, chez nous, ce qui n'est pas formel, en vérité, n'est pas autorisé. Ok. Ah, ça c'est une manière. Ah ouais, logique. Ça, tu vois un peu, le problème. Ouais. Il y a un autre cas que tu n'as pas ajouté. Tu peux faire un apport capital et ensuite faire un prêt à l'entreprise. Ça aussi, tu peux. Oui, la combinaison des deux. Oui, tu peux faire la combinaison. Ça, même à la création, c'est possible. Par exemple, lors de la création, le capital a une limite. Généralement, on fixe le capital. Mais on peut commencer une entreprise, par exemple, le capital fait 1 million, mais on apporte tous 5 millions, ça fait 10 millions. Là-bas, c'est pour ça que je vous dis que la comptabilité est indispensable. Moi, en tant que comptable, je sais qu'il y a des comptes appropriés dans lesquels on met ça qu'on appelle les comptes courants associés. Ça veut dire que c'est l'argent que l'entreprise doit à son propriétaire. Ok. C'est ce qu'on appelle les apports à titre onéreux. Super. Donc, c'est des apports qu'on est condamné à rembourser. Intéressant. Mais bon, vous voyez, on avait dit qu'on n'allait pas glisser dans ce domaine et on est déjà en train de répondre aux questions là-bas. Au Mali, est-ce que tu as une idée du type d'entreprise que les jeunes créent le plus? Non, c'est les sociétés individuelles à la base. Okay. Maintenant, ceux qui ont un peu d'informations, de connaissances, ils créent au maximum des SARL. Mais maintenant, il faut aussi faire la différence pour que les gens puissent comprendre une bonne fois pour toutes. Okay. D'accord, la SAS, c'est une société qui a été créée récemment. Donc avant, on avait la SARL et la SA. Okay. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que déjà, il y a le niveau du capital. Dans une SARL, le capital minimum, c'est 1 million. Ok. Et le maximum? Non, c'est le minimum. Il n'y a pas de maximum, en fait. Okay, on te dit le minimum seulement. Moi, je me suis toujours dit que quand tu as une SARL et tu avais un certain niveau de gain, tu étais obligé de devenir... Non, tu n'es pas obligé. Ok. Tu n'es pas obligé. Parce que le changement est volontaire déjà et ensuite demande les mêmes procédures que la création. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on te donne le minimum. Si tu veux investir et que tu as 100 millions, on ne va pas nous limiter. Quelqu'un qui peut apporter, on te laisse apporter tout ce que tu peux. Mais on te donne quand même le minimum que tu vas apporter. Ok. Donc, maintenant, par exemple, les SAS, c'est dans la limite des SARL, mais il n'y a pas de capital minimum fixé. Ok. Parce que c'est une société hybride qu'on a créée qui a les avantages d'une SA, mais les obligations d'une SARL. Maintenant, pour une SA, le capital minimum, c'est 10 millions. Ok. Mais il y a les obligations que les gens oublient. Et parmi ces obligations, c'est quoi? C'est que, par exemple, dès que tu crées une SA, on se dit que c'est une grosse boîte. Déjà, plus la boîte est grosse, la boîte est grosse, plus tu vas attirer la confiance des gens. Et plus il y a un risque. Donc, de ce fait, il y a un auditeur, un contrôleur légal que tu dois nommer, qu'on appelle un commissaire aux comptes, obligatoirement dans la Constitution. Okay. Mais pour les SARL, ce n'est pas obligatoire au début. Mais il y a un niveau auquel, quand tu atteins ce niveau-là, il y a 3 critères. Et lorsque tu remplis 2 de ces 3 critères, tu es obligé maintenant de nommer un commissaire aux comptes. Okay. Qui est un expert comptable inscrit au tableau des ordres qui vient contrôler l'activité et informe et le propriétaire, et le personnel, et l'État, donc son rapport par partout. Pour que les gens soient informés. Dans les sociétés, même côté à la bourse, tu vas voir que le rapport du commissaire aux comptes est publié, il est public. C'est ça. Oui. Même tout ce qui est problème, on le dit, c'est public. Parce que là-bas, c'est des pays assez structurés, assez sérieux. Ils savent que le fait de critiquer, par exemple, l'ODI, j'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas la police, c'est un appui conseil. Okay. L'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui n'est pas en train d'être bien fait. Et ensuite, dans le rapport, il y a des recommandations pour mieux faire.
C'est une manière, mais comme je t'ai dit, on n'aime pas être contrôlé. C'est une manière d'améliorer ton activité. Exactement, en fait. exactement. CEO, Comment toi tu le vois? moi je vais lui poser une question. Pour quelqu'un qui est en train de regarder ce podcast-là, Oui. Ok. il est dans une activité, il n'a pas vraiment un chiffre d'affaires important. Disons qu'il a peut-être 2 millions de chiffre d'affaires par mois. Quel est le genre de conseil que tu vas lui donner? Quand est-ce que pour toi, c'est le moment pour lui de créer une société? Ou bien, est-ce que c'est une bonne idée pour lui de rester dans l'informel jusqu'à ce qu'il puisse atteindre peut-être un certain type de chiffre d'affaires? Et pourquoi aujourd'hui il devrait aller se créer une société et se formaliser très vite? Et pourquoi c'est urgent? Ok, il y a beaucoup de questions, mais je vais recentrer sur deux. D'accord. La première des choses, c'est vraiment quand est-ce que surtout il doit se formaliser et pourquoi le faire. Pour moi, en fait, il doit comprendre que la première des choses, c'est que notre environnement n'est pas très propice à la formalisation. C'est vrai que j'encourage les gens à se formaliser, mais à un certain niveau, se formaliser, c'est déjà limiter son entreprise en termes de création et de croissance. Donc moi, je dirais qu'il y a une étape à maîtriser qui sera pour moi le déclencheur de ta formalisation. C'est surtout ton business model. C'est à partir du moment où tu maîtrises réellement ton produit ou ton service, tu maîtrises très bien la cible à laquelle c'est destiné, tu maîtrises très bien le processus par lequel tu passes pour arriver à cette cible-là et la convaincre à pouvoir payer. À partir de cet instant, il faut te formaliser. Parce que pour pouvoir même atteindre le chiffre d'affaires dont tu parles, il est difficile de l'atteindre sans se formaliser. Comme je l'ai dit, le fait de ne pas être formalisé ou d'opter pour les sociétés qui ont les régimes synthétiques et le bas niveau, ça te contraint à rester petit. Plus tu veux grandir, plus tu as des contraintes. C'est comme nous, au jardin d'enfants, on nous a dit d'aller, ça va passer, mais après, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est difficile. Donc, pour moi, c'est plus l'activité qui donne les signaux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas être entrepreneur pour l'être. Et ton entreprise t'envoie les signes sont là. Malheureusement, c'est nous qui ne faisons pas attention. Sinon, les signes sont là. Par exemple, nous, je vous ai parlé de notre cas. C'est ce que j'allais te demander. À partir de quel moment vous vous êtes formalisé? À partir du moment où on s'est rendu compte, par exemple, que dans la formation, des personnes qui sont dans des départements, dans des grosses boîtes, où c'est soit des entreprises qui doivent payer pour ces personnes-là, et font partie de notre cible, on s'est rendu compte que c'est impossible, en fait. Il y aura une contradiction. Il y aura une contradiction, en fait. Parce qu'au début, nous, on formait que les jeunes. Les jeunes étudiants, eux, ils venaient avec leurs petits sous, les 25 000, les 50 000. Mais à partir du moment où tu commences à faire des millions, un salarié au Malien, c'est difficile qu'il paie des millions pour se former. Donc, généralement, c'est son entreprise qui investit en lui pour pouvoir le rendre plus productif et meilleur. Et de ce fait, l'entreprise ne peut pas te payer quand tu es dans l'informel. Effectivement. Et même si on découvre que vous apprenez aux gens à se structurer, à se former, que exactement. Vous-même, vous n'êtes pas formalisé et vous n'êtes pas structuré, c'est compliqué. Ouais. Donc, à partir de c'est que j'ai l'habitude de dire aux entrepreneurs que, en fait, il faut vivre avec votre entreprise. Il y a des choses, c'est comme le corps. Une entreprise, c'est comme un être humain. Il y a un signal, tu dors mal, tu te réveilles, c'est pas de la même manière. Ce sont des signes qui doivent nous interpeller. Qui doivent t'alerter pour faire du sport, pour manger correctement. Exactement. Et il faut vraiment faire avec. Il ne faut pas les négliger. Non, je pense que ça répond à ta question. Très bien. Okay. Maintenant, la deuxième question. Ok. Et je vais poser quelle question? J'ai oublié la question. J'avais demandé pourquoi en fait, quelle est l'urgence de se structurer tout de suite? Oui. Il a dit que ce sont les signaux qui... Les signaux qui te... En fait, je pense que la question peut être résumée à quelle est l'urgence de se structurer en fait. Et à partir de quel moment? Ce n'est pas forcément lié à tes 2 millions ou à faire plus de chiffres. C'est à ta capacité en fait à comprendre comment on fait les chiffres là, je pense. C'est exactement ça. Si tu comprends comment faire les 2 millions, avec 10 millions, tu sauras comment faire 20 millions, comment faire 30 millions. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et puis les contraintes, quoi. Quand tu as l'information des avantages et inconvénients de se structurer et tu sais que tu es capable de tenir. Mais quelles sont les étapes? Par exemple, quand tu vas ouvrir une société à l'API, en réalité, tu ouvres juste une société et tu vas chez toi. Des fois, moi, je me rappelle que ce n'est que tard que j'ai compris que je devais faire moi-même des démarches particulières pour avoir le NIF, okay. Voilà, pour avoir tous ces documents-là. Moi, je me disais juste, ok, j'ai mon entreprise, je suis entrepreneur. Donc, en soi, au Mali, comment tu fais? Alors, déjà, avant l'API, ça se faisait.
Maintenant, le droit au Mali dit qu'on a deux possibilités. On peut faire par acte notarié ou par acte sous seing privé. Ok. Ça veut dire que acte notarié, tu vas chez un notaire qui t'aide dans le process. Ok. Déjà parce que le notaire, il y a des métiers, eux, ils sont en fait des garants pour l'État. Donc c'est lui le témoin de l'État et sa signature vaut. C'est une personne qui a prêté serment et qui est fiable. Qui est crédible et fiable, c'est ça en fait. Mais acte sous seing privé, il y a d'autres contraintes qui sont liées. Vous pouvez vous-même faire vos statuts, mais il y a d'autres obligations derrière que vous n'avez pas quand vous faites avec un notaire. Par exemple, quand c'est un notaire, la copie simple, non légalisée, de vos statuts sont valables. Mais acte sous seing privé, pour tout acte qui nécessite les statuts, il faut l'original. Ok. Donc autant d'original que besoin que vous aurez de faire des statuts. Et ça fait ça c'est déjà compliqué. Ça veut dire à chaque fois il faut reprendre. Ouais. Donc maintenant ça c'est le premier aspect. Donc quand tu crées une société, la première étape c'est le contrat de société. Ok. Et dans le contrat de société, soit ça peut se faire entre plusieurs personnes, ou ça peut se faire de façon unilatérale. Je suis seul, mais je fais un contrat avec moi-même. Ok. Je m'engage parce que la société a une personnalité morale et juridique. Ok. D'accord, je lui donne son droit. Donc à partir de là, après les statuts, tu as 2 enregistrements à faire et 2 documents à avoir. Dans le registre de commerce et de crédit immobilier RCCM. Et ensuite, il y a au niveau du greffe du tribunal de commerce, il faut s'inscrire pour avoir son NINA. Donc, de la même manière que chaque personne individuelle a son NINA, l'entreprise aussi étant une personne morale à part entière a son numéro d'identification nationale. Donc à partir de ces 2, tu as déjà fini l'étape de l'API. En vérité, c'est là le rôle de l'API. Donc ils vont te donner l'attestation de siège, peut-être l'ouverture de compte, etc. Tout ce truc. Maintenant, à partir de cet instant, tu dois aller chercher maintenant les documents qui te permettent de faire tes déclarations et cotisations, que ce soit fiscal ou social. En fait, après le NIF, il y a un autre document à chercher. Il y a un numéro d'identification sociale au niveau de l'NPS à aller chercher, que beaucoup ne savent pas. Donc après... non, que beaucoup évitent. Ce qu'il faut payer de cotisation. Donc je viens pour le NIF, c'est pas assez compliqué. Aujourd'hui, il y a même un petit boucan sur les réseaux par rapport à ça, ceux qui disent que c'est gratuit, on nous fait payer de l'argent, et ainsi de suite. Quelqu'un m'a écrit. Moi, voici la réponse que je l'ai dit. J'ai dit, attention, le NIF est gratuit, mais il y a un droit d'enregistrement à payer qui est calculé sur la base de ton contrat de bail. Non, de ton contrat de bail, la location. Donc il y a ce droit d'enregistrement d'abord à payer. Ensuite, tu complètes le dossier pour chercher le NIF. Donc au niveau, quand on te donne le NIF, ce n'est qu'un numéro d'enregistrement qu'on te donne. Donc oui, effectivement, il est gratuit, mais le droit d'enregistrement n'est pas gratuit. Et secondo, si tu vas le faire toi-même, tu ne payes pas. Mais si tu utilises un consultant, il faut que les Maliens comprennent que il y a des gens, leur travail, c'est l'intermédiation, c'est t'aider à avoir facilement ce que tu cherches. Le payer n'est pas de la corruption. C'est quand un agent des impôts te dit que tu ne peux pas avoir ton NIF sans avoir payé qu'il y a un problème. Donc il faut qu'on éclaircisse ces trucs-là en fait pour que les gens comprennent. Tu peux toi-même faire les procédures personnellement. Tu vas, tu demandes, tu amènes ton contrat de bail, on calcule pour toi ton droit d'enregistrement à payer. Tu le payes, on te donne la documentation, tu complètes pour déposer et sur un bout de temps, on te remet ton numéro d'identité. Il y a une carte qu'on te remet et tu as le numéro dessus. On vient en un podcast d'avoir une formation gratuite. Ah non, ça c'est clair. J'espère que vous allez lire le livre de CEO. Ah non, ça c'est très très. Ton livre s'appelle comment? Non, il n'est pas encore sorti. Je suis en train de l'écrire. Je suis en train de l'écrire. Ça promet. Moi, non, ça promet franchement parce que ça répond à une problématique qui existe. C'est ça. Je pense que ça va énormément aider notre audience. Spécialement, il y a des gens qui regardent, qui se posent la question pourquoi je dois m'enregistrer ici au Mali. Effectivement. Tant qu'ils peuvent opérer dans l'informel, ils vont le faire. Ils vont le faire autant que possible. Autant que possible, c'est ça. Et si nous sommes un groupe de jeunes, on veut maintenant démarrer une activité ensemble, qu'est-ce que tu penses qui serait la meilleure forme d'entreprise pour nous? Alors, déjà, il faut comprendre que nous, on est régi par un droit qu'on appelle le droit OHADA. Donc, on est dans comment on appelle ça? On est dans une organisation sous-régionale qui fait 17 pays, qui est l'OHADA. Donc c'est l'OHADA qui traite de tout ce qui est question de droit des affaires dans notre environnement. Il y a un acte uniforme qui parle de ça. Donc il nous parle des sociétés, mais il y a aussi les groupements d'intérêt économique. Maintenant, beaucoup de gens commettent l'erreur de penser que les GIE, c'est fait pour les personnes individuelles. Non, les GIE, comme on le dit, c'est un groupement d'intérêt économique. C'est des gens qui sont ensemble, qui ont un intérêt économique. Et surtout, vous êtes déjà des entreprises, mais qui évoluent dans le même secteur. Et souvent, en vous mettant ensemble, vous allez bénéficier de faveurs. Exemple, pour acheter en Chine, on sait que
plus notre capacité, c'est-à-dire que le montant d'achat est élevé, moins on paiera en fait en termes de le coût du produit baisse. Peut-être le transport baisse, beaucoup de paramètres. Le transport augmente. Non, ça dépend. Le prix unitaire peut baisser en fait. Je ne parle pas du plus global. Mais voilà, souvent quand il y a un petit colis, ça coûte plus cher que quand il y a 10 fois le même colis. C'est vrai. Donc en fait, c'est le coût unitaire. C'est ça dont je parle. Le coût de revient en quelque sorte si on veut. Donc, partant de là, vous pouvez vous mettre ensemble pour faire vos achats. C'est cette structure que vous créez qu'on appelle le groupement d'intérêt économique. Sinon, pour moi, même si vous êtes jeune, 10, 20, les sociétés le permettent. Il n'y a pas de limite nombre d'associés dans une société de capitaux. Voilà, SARL, SAS, SA. Il n'y a pas de limite. Moi, je pense que ça va. On a touché pas mal de sujets. Je ne sais pas si toi, tu as une autre question. On m'a toujours une question. Non, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il a touché beaucoup de concepts. Et la partie qui m'intéressait surtout beaucoup, je pense qu'il a déjà répondu à cette question. Pourquoi il faut se structurer et quel avantage ça peut te donner. Comme il a expliqué, il y a certains types de clients que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas vraiment formalisé. Exactement. Et surtout, l'accès à l'investissement. L'accès à l'investissement, c'est exactement ça. Et je pense que c'est deux arguments qui sont plus que valables. Doivent pousser les gens à se poser les vraies questions. Parce que si tu opères dans un environnement pendant plus de 10 ans, tu n'as pas de documentation qui prouve que tu es en train d'exercer cela, même si tout le monde sait que c'est vrai, mais tu n'as pas de documentation derrière qui peut le prouver. Et ensuite, quand tu décides de faire ça, l'État se lève contre toi pour dire que tu dois payer des impôts que tu n'as pas payé pendant des années. Il y a un problème. Donc, autant prendre conscience aujourd'hui. Maintenant, je me dis aussi que les jeunes qui sont sur TikTok aujourd'hui, qui ont des activités... ceux qui vendent sur TikTok doivent quand même se formaliser. Parce que quand tu es exposé à un certain niveau, à un moment donné, si tu commences à devenir infiable, l'État peut s'intéresser à ce que tu es en train de faire. Et du jour au lendemain, tu peux te retrouver dans des problèmes sans le savoir réellement. C'est vrai. Autant si tu t'exposes, prends les dispositions nécessaires pour que l'État ne puisse pas te toucher. Effectivement. Donc je pense que ça, c'est la façon la plus optimale de faire cette affaire-là. Sinon, si tu ne le fais pas, dans tous les cas, c'est juste un problème que tu es en train de retarder. Dans tous les cas, ça va te retarder. Non, ça va venir. Tu sais qu'à cause de Miro, je ne dis plus crédible pour les gens, j'utilise plus fiable. Et quand je veux dire crédible, je réfléchis. Je veux dire crédible, ça veut dire qu'on peut, en fait, tu payes tes crédits et puis on peut te prêter. À chaque fois que je dis fiable, crédible, c'est à cause de ça. Il a touché un mot que je veux bien qu'on éclaircisse, surtout l'accès au financement. Donc de ce fait, il y a deux paramètres que je veux toucher et aussi peut-être un petit secret des banques que je veux donner. D'accord. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, les banques ont réfléchi. En vérité, on n'a pas de banque d'investissement dans notre environnement, contrairement à ce que les gens pensent. Au Mali, il n'y a aucune banque d'investissement. Justement parce que l'environnement ne permet pas à ce qu'on investisse. Les gens ne sont pas prêts à remplir les conditions. Donc, nous n'avons que des banques commerciales. Et ces banques commerciales ont même trouvé des astuces, c'est qu'ils ne financent plus un projet. Ils financent plutôt juste un marché. Aujourd'hui, la majeure partie des gens qui ont accès au financement, exactement, il a un marché tout de suite, il n'a pas la liquidité pour pouvoir gérer. Et voilà, il l'accompagne pour qu'il puisse... Et même là, ils ont des astuces. Voilà, la société chez laquelle tu prestes est obligée de signer une convention qui dit que forcément, ils ont l'argent revient. Aujourd'hui, j'ai discuté récemment avec une banque qui est allée même loin. On crée même un compte à part. On te crée un compte à part pour tes opérations là. Donc l'argent vient là-bas. Parce que si l'argent vient sur un compte et que tu as ton chéquier, tu peux aller récupérer ton argent en fait. Le temps qu'ils enlèvent. Mais tu vois, donc les banques aussi se protègent. En vérité, les jeunes doivent comprendre que c'est à eux de créer l'environnement. Parce qu'il faut inspirer confiance. Les gens sont toujours là en train de réclamer leurs droits, mais personne ne parle de son devoir. Alors que quand tu regardes, en vérité, le droit des uns n'est que le devoir des autres. Et si chacun faisait son devoir, personne n'aura réclamé son droit. C'est vrai. Donc celui qui parle trop, c'est à lui de vérifier si d'abord il fait en totalité il est droit dans ses bottes. Ouais, exactement. C'est surtout ça, quoi. Donc comme j'ai l'habitude, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te disais que même côté État, c'est la population pour moi. Parce que si on arrive à un certain niveau, on va les contraindre. Ils n'ont même pas le choix. C'est ça. La preuve en Europe, c'est ce qui se passe. Ils savent qu'ils payent des impôts, ils savent qu'ils ont droit à la santé gratuitement. Ils savent qu'ils payent des impôts, ils savent jusqu'à quand ils ont droit à une éducation de qualité. Ils savent qu'ils payent des impôts, ils savent qu'ils ont droit à des retraites. Ils savent qu'ils payent des impôts. Tu payes des impôts pour même le chômage.
Ici, chez nous, c'est difficile. Tu vois, c'est ça, cette structuration. Et parce que les gens ne savent même pas. Tu vois, récemment, je discutais avec quelqu'un, tu vois, les gens se plaisent à aller payer à l'INPS un montant qui est inférieur à l'allocation. Ils sont contents. Et quand je te dis qu'on a des problèmes, c'est difficile de le dire. Attends, j'ai pas compris ce que tu viens de dire sur ce que les gens se plaisent à... En fait, au niveau de leur allocation. L'allocation familiale, le montant qu'on doit remettre à la personne pour l'allocation familiale, la prise en charge de la famille, ça c'est le côté un peu social au niveau des impôts. Donc il y a des cotisations que tu dois faire qui permettent à ceux qu'on te soutienne pour ta famille. Donc il y a des montants. Ce soutien se manifeste comment dans le quotidien? C'est un montant qu'on te paye qui sera un surplus. Ok. Donc tu l'as et ça te permet d'augmenter ta manne financière pour pouvoir prendre soin de ta famille. Mais ce n'est pas signifiant quand même. Non, le problème c'est que c'est en fonction de ta cotisation. Plus tu cotises, oui, c'est vrai, ok. Parce que je connais les gens qui sont dans l'assurance volontaire et la cotisation dépendant de ton activité. Mais bien sûr, au Mali, si tout le monde déclare qu'il gagne moins de 600 000 francs par an, même s'ils ont des chiffres d'affaires de 600 millions, tu vois, demande juste à un agent sérieux. Bon, en tout cas, quelqu'un qui est capable de te dire les choses. De l'INPS, il te dira qu'il faut... Le volontaire même a été créé parce qu'on est trop dans l'informel. C'est vrai. Sinon, pour moi, se structurer, se déclarer correctement, c'est 10 fois mieux qu'être dans le volontaire. Mais ça, c'est un sujet très intéressant. Parlons-en. Pourquoi je le dis? Imagine, si réellement tu ne gagnais que 600 000 francs par an, tu vas payer plus de 30% de ton revenu à l'INPS. Tu comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi on impose ça à des gens qui gagnent moins de 600 000 francs? Parce qu'on se dit peut-être que quelque part, ils ne gagnent pas 600 000 francs, ils gagnent plus. Ou bien c'est ça, c'est des présomptions. Okay. Il faut d'abord se rappeler de la mission de l'INPS. Ça a une mission en fait sociale qui permet de répartir équitablement la richesse dans le pays, c'est tout. Donc les actifs cotisent pour les non-actifs qui ont déjà cotisé par le passé. C'est tout. C'est ça. C'est ça l'objectif en fait. Je comprends. Mais je pense que cette formule n'est pas vraiment optimale pour des gens qui ne gagnent pas assez. Moi, je comprends que si tu gagnes par exemple 1 million par mois et qu'on te fait cotiser à hauteur par exemple de 20 000 francs, 30 000 francs par mois, d'accord, tu peux te permettre ça, ce n'est pas de l'argent pour toi. Mais si tu gagnes par exemple que 500 000 francs, on veut t'imposer par exemple 75 000 francs. Maintenant, te mets dans une situation où tu es obligé de réellement choisir, est-ce que je veux m'inscrire à ça ou bien je préfère essayer de me soigner parce que très généralement les gens utilisent l'assurance volontaire spécialement pour l'amour. Je précise pour l'amour. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser l'amour, mais uniquement quand ta contribution est nettement inférieure à ce que tu vas utiliser en réalité. Si tu te dis que si tu tombes malade, tu dépenses moins que ce que l'amour pourrait on va dire, comment on appelle ça, t'exonérer, tu laisses tomber. Parce que quand tu regardes, quand tu prends le barème le plus faible, je pense que la cotisation c'est 10 000 francs par mois. C'est payé chaque trimestre, mais c'est quand tu fais descendre ça, je pense que c'est 10 000 francs par mois. Non, pour quelqu'un qui tombe malade très souvent, avec une seule facture, tu peux rembourser ça. Mais si réellement ton revenu était limité à leur barème, tu es en train de donner plus de peut-être 20-30%, c'est que tu gagnes réellement pour l'amour. Est-ce que tu vas vouloir dépenser ton argent pour ça? Maintenant, l'autre problème, c'est quoi? C'est qu'au moment où tu fais l'assurance volontaire, c'est toi qui déclares combien tu veux payer. Tu comprends? Donc, je pense que ça dépend aussi également de ce que tu recherches au niveau de l'amour. Il y a des gens qui cherchent la retraite, d'autres veulent seulement utiliser. J'allais dire qu'il y a d'autres produits, il faut prendre en considération ces produits. Oui, ça c'est Il y a la retraite. Donc, en fonction du montant que tu cotises, le montant que tu vas percevoir à ta retraite est fonction de ce que tu vas cotiser. Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est une prévention. Sincèrement, il n'y a pas véritablement un problème derrière, mais c'est surtout la compréhension des uns des autres et surtout éviter, il y a un aspect social derrière. C'est un projet qui est purement capitaliste, mais avec un fond purement social. C'est contradictoire, mais malheureusement, on fait avec. Tu comprends un peu? Parce qu'on le fait à la base, ces structures-là doivent être même des structures d'investissement. À la base, ce sont ces structures qui doivent normalement vous financer afin que vous allez fructifier pour revenir. Mais malheureusement, chez nous,
voilà, ils ne font pas ça et ça crée toutes les tensions, tous les problèmes, les tensions de trésorerie et tout ce qu'ils ont, c'est dû à ça. Bon, ça c'est un peu complexe, ce sont des informations qui sont assez complexes pour le commun, quoi. Ah, sinon, si on commence à toucher tout ce qui est fonds de pension, non, si on n'allait pas terminer ces podcasts-là, c'est ça, ça c'est mon domaine. Moi, je vais rentrer dans ça. On peut créer un room pour ça, franchement, on est là pour ça. Du coup, voilà, on peut pas manquer de sujet, c'est qui est sûr. Ouais. Et la dernière fois, à ma demande, j'ai été quand même surpris parce que les gens aiment dire au Mali que les gens ne s'intéressent pas au sérieux. Alors que ça dépend dessus, ils sentent que le sérieux a une nécessité dans leur vie. Les gens, le monsieur qui m'a écrit le mail, il a fait un mail, je t'ai envoyé une copie, je t'ai envoyé les captures plus tôt. Un mail très structuré, entre autres d'autres propositions qui étaient quand même très pertinentes de sujets qu'il pense qu'on devrait aborder ici. Mais je pense qu'on a notre prochain sujet. Il est très important qu'on parle de l'accès au financement au Mali et des différents moyens et astuces qu'on peut, on va dire, utiliser quand on a des idées pour pouvoir... Les modes de financement. Les modes de financement pour pouvoir savoir comment on peut avoir accès à de l'argent. Et ça peut servir à tous les jeunes entrepreneurs qui nous regardent ou toutes les personnes qui ont juste des idées, qui naturellement sont des entrepreneurs mais qui ne sont pas encore en acte. Aussi, si vous pouvez nous faire des suggestions de personnes que vous voulez voir dans le podcast, ce serait vraiment très intéressant. Et on n'est pas limité à qui on peut inviter ici. Toute personne qui peut nous faire un apport positif. Et d'ailleurs, on a appris énormément de choses de CIO ce soir. On a une formation gratuite. On a une formation gratuite ce soir. Et voilà. Merci beaucoup, CEO. Et merci, Amirou. Je ne sais pas si tu as des mots de fin. Alors, les mots de fin, c'est surtout que les internautes n'hésitent pas à donner leur avis. Déjà, ce qu'ils pensent de ce qui a été dit, mais également aussi s'ils pensent qu'il y a des informations, peut-être des questions que vous aurez dû poser qu'on n'a pas posées. Je pense qu'ils peuvent les mettre dans les commentaires. Voilà, moi, je reste disponible. On peut revenir sur la même thématique avec des questions, d'autres questions. Je reste vraiment disponible parce que, voilà, comme tu l'as dit tout de suite, les gens le disent, mais en vérité, c'est parce que beaucoup ne proposent pas aussi de la qualité. Il y a des personnes qui attendent ça et je sais qu'ils vont interagir, ils vont suivre. Ils vont essayer de se mettre à l'exercice, commenter, échanger avec nous, rendre plus interactif le sujet. Débat. Voilà. Super. Alors, Amiro, toi? Oui, si vous pouvez nous dire comment on peut le joindre, je pense que ce serait intéressant. Beaucoup de personnes vont potentiellement essayer de se structurer après tout ce qu'il a ils vont vouloir le contacter. Bon, déjà, moi, je suis très actif sur les réseaux. Donc, sur presque tous les réseaux, j'ai le même nom, Cissé Isiaka Omar. Ok. Mais il y a aussi le numéro du cabinet. Quand tu m'as dit que tu es CEO, moi, j'allais te demander et le conseil d'administration. Oui, beaucoup confondent ça. CEO et CEO, ton nom. Exactement. Mais je pense que tu as fait exprès. Non, je n'ai pas fait exprès parce que à la base, dans les cabinets, quand j'étais en cabinet, on codifie les noms des gens. Ah, ok. Donc, dans les codifications, voilà, c'est CIO, ce qui signifie juste Cissé Isiaka Omar. Ok. Donc, de ce code c'est parti. Bon, comme c'est devenu un peu récurrent, je le mets pour plus me faire reconnaître, en fait, la personne qui... Parce que dans le domaine, tu es connu comme ça. Donc c'est... Faudrait pas dépasser avec ton j'ai une image. petite question pour toi. Maintenant, au Mali, ici, quand quelqu'un crée une entreprise sur le Mali, la personne aime s'appeler CEO sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, ça fait rire parce que déjà, pour parler de CEO, c'est un terme qui est plus anglophone. Je pense que vous êtes les... Chief Executive Officer. Donc, ça veut dire directeur exécutif. Donc, ça veut dire que tu as un niveau... déjà, la taille de l'entreprise est grande. Et il y a en fait un niveau hiérarchique qui est là pour qu'on puisse avoir un directeur exécutif. Okay. Donc, c'est pas dans n'importe quelle entreprise, on a ça déjà. Donc, les gens c'est-à-dire que si je vends des chaussures, je ne peux pas être un CEO. Voilà, donc ça c'est déjà out, mais même par rapport à ce qu'on a dans notre environnement. Par exemple, nous, notre législation ne parle pas de CEO. On a plutôt PDG, DG, gérant, manager. Ouais. Mais je crois que CEO c'est plus sexy quand même. Non, c'est pour le fun. C'est surtout pour ça que les gens l'utilisent. Ouais. Parce que mais tu ne peux pas être CEO alors que tu es vendeur de chips. Tu viens de commencer tout de suite. Ça, c'est pas censé. Ouais. Donc, parce que déjà, quand tu dis CEO, tu es directeur exécutif, ça veut dire que tu as dessous de toi des départements, des directeurs en bas de toi que tu coiffes. Ouais. Voilà, les directeurs, tous les départements là sont en bas du CEO. Donc, c'est... Bon, anyway, je pense que Amirou me renvoie rapidement même à une problématique. C'est pas que les CEO, mais c'est surtout l'appellation. Les gens qui confondent PDG. Et une SARL n'a pas de PDG, n'a même pas de DG. Ok. Le promoteur d'une SARL n'est pas un DG, c'est un gérant. Ok.
Ah, moi, je pensais que c'était juste pour les entreprises personnelles. Non, c'est un gérant. Ok. SARL. Donc, c'est dans une SA qu'on a un DG, Voilà, un PDG. on a SA, SAS, on a un DG. Maintenant, lorsqu'il y a un conseil d'administration, il y a un président de conseil d'administration et un DG, un DGA. Maintenant, lorsque le PCA, ça. le PCA, lorsque le président du conseil d'administration, le PCA, est en même temps le DG, on l'appelle PDG. Et dans ce cas, quand il y a un PDG, il n'y a pas de DG. Ok. Tu as président, PDG, tu as directeur DGA direct. Ok. Mais tu peux avoir un PCA, un DG et un DGA. Amiro, tu viens de briser le rêve de beaucoup de monde, beaucoup de monde qui nous regarde. Les gens étaient très bien, ils se confortaient dans leur position de PDG, de CEO. Maintenant, ça, avec comment? Bon, en vrai, ce n'est pas grave. Parce que quand tu commences à faire du sérieux, tu vas laisser cette terme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu seras focus sur autre chose. Voilà, tu seras focus sur Ça autre importe chose. peu. Hein. Ça importe peu. Alors, merci à vous de nous suivre et merci aux invités de leur présence, de leur expertise, de leurs idées, de leurs questions et de leurs contributions. À une prochaine fois, prenez soin de vous dans les escapades.